Dans l'ombre d'un manoir luxueux, Zoé, une femme de ménage silencieuse, porte un secret qui va bouleverser sa vie. Trahison, désespoir, une nuit qui change tout. Seule, enceinte, chassée par le destin, elle lutte pour survivre. Mais quand tout semble perdu, un miracle inattendu surgit. Accrochez-vous, cette histoire d'amour, de douleur et de rédemption vous tiendra jusqu'à la dernière seconde. La lumière matinale du soleil filtrait doucement à travers les grandes fenêtres en verre de la propriété Aquara, baignant la salle à manger élégante d'une douce teinte dorée. Zoé se déplaçait en silence, posant une assiette chaude de toast, d'œufs brouillés et de saucisses grésillantes devant Monsieur Okara. Son uniforme était impeccable, ses mouvements gracieux, ses yeux baissés. Elle parlait rarement, sauf si on s'adressait à elle. Depuis 2 mois, elle vivait et travaillait dans cette maison. Pourtant, pas une seule fois elle n'avait échangé plus de quelques mots avec le milliardaire qu'elle servait. « Votre café, monsieur », dit-elle doucement, posant une tasse fumante à côté de l'assiette. Benjamin Aqua ne leva pas immédiatement les yeux. Son téléphone était dans sa main, ses doigts tapant rapidement sur l'écran. Il arborait cette grimace familière. Profonde, irritée, distraite. « Merci », murmura-t-il, jetant enfin un regard sur la nourriture. Zoé hocha la tête une fois et recula, les mains soigneusement croisées devant son tablier. Elle restait près du bord de la pièce, comme toujours, attendant au cas où il aurait besoin d'autre chose. Des pas résonnèrent sur le sol de marbre, les talons au cliquetant alors que Dora, la petite amie de Benjamin, entrait d'un pas assuré, portant une robe moulante et coûteuse, ainsi qu'une paire de lunettes de soleil noir, bien qu'il ne fasse guère soleil à l'intérieur. « Ben, dit-elle de ce ton exercé et agacé, j'ai besoin de la voiture cet après-midi. Je t'ai dit que j'avais ce déjeuner avec Enoa. » Benjamin ne leva même pas la tête. « Prends la Range Rover. La Bentley vient avec moi. » Dora leva les yeux au ciel. « Bien sûr, tu gardes toujours le meilleur pour toi. » Benjamin soupira et posa enfin son téléphone. « Dora, s'il te plaît. Pas ce matin. » Dora attrapa une orange dans la corbeille de fruits et partit sans un mot de plus. Zoé garda un visage impassible, mais intérieurement, elle sentit la tension trancher l'air comme un couteau. Quelques instants plus tard, Benjamin repoussa sa chaise, se leva et ajusta sa veste bleu marine. Il jeta un coup d'œil à Zoé, et pour la première fois depuis des jours, la regarda vraiment. « Tu es silencieuse, » dit-il de manière inattendue. Zoé cligna des yeux. « Oui, monsieur. » Il la fixa un instant de plus, puis hocha légèrement la tête. « À ce soir. » Sur ce, il partit. La porte se referma derrière lui avec un clic lourd. La soirée arriva avec une tempête. Zoé était dans la cuisine, nettoyant la vaisselle, lorsque la porte d'entrée s'ouvrit brusquement, heurtant le mur avec un bruit sourd. La pluie fouettait les fenêtres. Le vent hurlait. Zoé se figea. Puis, prudemment, elle jeta un coup d'œil depuis l'encadrement de la porte de la cuisine. Benjamin Aqua entra en titubant dans le couloir, trempé, la cravate pendante, les yeux rougis. La bouteille de whisky dans sa main oscillait dangereusement. « Zoé » bafouilla-t-il, pointant un doigt vers elle avec un sourire. « La voilà, ma petite soldate silencieuse. » Zoé se précipita vers lui. « Monsieur, laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. Vous allez tomber. »« Tomber, moi ? Jamais. » Il rit, puis trébucha immédiatement, se rattrapant de justesse à la rambarde de l'escalier. Zoé attrapa son bras. « Attention, monsieur. Venez, montons à l'étage. »« Je vais bien, » insista-t-il, mais il s'appuya tout de même sur elle tandis qu'elle le guidait, pas à pas, dans le grand escalier. « Zoé, » marmonna-t-il alors qu'il montait. « Tu sais ce qui fait mal ? Ce n'est même pas l'infidélité. C'est que je lui faisais confiance. » Zoé ne répondit pas. « Elle est mon assistant. Tu peux le croire ? » Il rit amèrement. « Dora. Chic. Parfaite. Dora. J'allais la demander en mariage le mois prochain. » Ils atteignirent le palier. Zoé resserra son bras autour de son épaule, l'aidant à avancer vers sa chambre. « Mais pas toi, Zoé, » dit Benjamin alors qu'elle poussait la porte de la chambre. « Toi, tu n'es pas comme elle. »« Monsieur, allongez-vous, s'il vous plaît, »
dit Zoé doucement. Non, attends. Assieds-toi. Assieds-toi avec moi, juste un moment. Elle hésita. S'il vous plaît. Zoé s'assit lentement au bord du lit. Benjamin s'assit à côté d'elle, les coudes sur les genoux, respirant lourdement. Elle a dit que j'étais trop froid, trop occupé, que j'avais oublié comment aimer, dit-il, fixant le tapis. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que oui. Peut-être que j'ai versé toute mon affection dans les marges de profit. Silence. Puis sa tête se tourna lentement vers Zoé. Mais toi, tu es là, silencieuse, stable, tu n'as jamais rien demandé. Tu me rappelles la paix. Quelque chose que j'ai perdu il y a longtemps. Zoé baissa les yeux. Je ne suis que votre femme de ménage, monsieur. Benjamin tendit la main, écartant doucement une mèche de cheveux de son visage. Ne dis pas ça ce soir. Tu es juste quelqu'un dont j'ai besoin. Son souffle se coupa. S'il te plaît, murmura-t-il. Elle aurait dû s'éloigner. Elle aurait dû se lever et quitter la pièce. Mais quelque chose dans sa fragilité faisait écho à la sienne. La douleur qu'elle portait, celle d'une mère mourante dans un village lointain, des rêves abandonnés pour travailler dans cette maison, d'une vie de silence. Et donc, elle resta. Quand ses lèvres rencontrèrent les siennes, douces et incertaines, Zoé sentit son monde basculer. Les vêtements furent abandonnés comme des fardeaux, les mots s'effacèrent dans des soupirs. La pluie dehors s'intensifia, et à l'intérieur, le tonnerre dans sa poitrine noya toute voix de raison. Dans le silence qui suivit, Benjamin resta immobile, déjà en train de sombrer dans le sommeil. Zoé fixa le plafond, le poids de son choix pesant lourdement sur sa poitrine. Puis son téléphone sonna. Zoé sursauta légèrement, toujours allongée à côté de Benjamin, dont le bras reposait mollement sur son ventre. Elle se dégagea doucement, prenant soin de ne pas le réveiller, et attrapa son téléphone sur la petite table en bois près du lit. Son cœur bondit lorsqu'elle vit l'identifiant de l'appelant. Oncle Chuka. Elle s'assit droite et décrocha. Allô. Sa voix n'était qu'un murmure. Zoé. La voix d'oncle Chuka était rauque. Le bruit de fond indiquait qu'il était dehors, probablement en train de marcher, ce qui n'arrivait que lorsque quelque chose allait terriblement mal. Oui, oncle. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y eut une pause, puis un soupir doux et douloureux. Ton père, il est parti, Zoé. Il est décédé dans son sommeil hier soir. Zoé se figea, le souffle coincé dans sa gorge. Non, non, s'il vous plaît. Non, étouffa-t-elle, la voix tremblante. Il ne s'est pas réveillé ce matin, continua oncle Chuka calmement. Je suis tellement désolée, ma petite. Nous avons essayé de te joindre hier, mais ton téléphone était injoignable. Zoé se leva du lit, les jambes tremblantes. Sa vision se brouilla alors que les larmes affluaient à ses yeux, coulant silencieusement sur ses joues. Elle regarda Benjamin, toujours profondément endormi, inconscient de la tempête qui se déchaînait à côté de lui. « Je viens », murmura-t-elle. Elle ne prit pas grand-chose, juste un petit sac à main et le foulard qu'elle utilisait toujours pour voyager chez elle. Elle s'arrêta à la porte, jetant un dernier regard à l'homme qui occupait désormais une place différente dans son histoire, bien plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Son cœur était lourd, non seulement de chagrin, mais aussi de confusion, de culpabilité et de la douleur brute de la perte. Puis elle partit. Le voyage jusqu'au village fut long et empreint de silence. Zoé regardait par la fenêtre du bus, ses larmes ne s'arrêtant jamais vraiment. Elle pensait au sourire de son père, à la manière dont il l'appelait Zobo, riant de sa propre blague idiote, à la façon dont il vendait des ignames au bord de la route, fier de son travail en ville, même s'il ne comprenait pas vraiment ce qu'elle faisait. Elle arriva tard dans la soirée. La cour était silencieuse, lourde de deuil. Les membres de la famille étaient assis dans les coins, chuchotant, sanglotant. Ses jeunes cousins se précipitèrent pour l'enlacer, pleurant bruyamment. Oncle Chuka la serra fort. Il avait l'air paisible, murmura-t-il, la voix brisée. Il t'attendait, Zoé. Il n'arrêtait pas de demander, est-ce que Zoé a appelé? Avant de s'endormir. Le lendemain, les villageois se réunirent pour l'enterrement. Le pasteur parla de paix, de repos, du voyage vers l'éternité. Zoé entendait à peine. Elle se tenait près de la tombe, les yeux secs maintenant, vides.
Alors que les dernières poignées de terre rouge touchaient le cercueil, elle serra les poings, murmurant sous son souffle « Adieu, papa ». De retour au manoir, Benjamin s'éveilla. Sa tête palpitait sous le poids de l'alcool. Sa bouche était sèche, son corps endolori. Il s'assit lentement, plissant les yeux face à la lumière matinale vive qui filtrait à travers les rideaux. La pièce sentait le parfum. Ses draps étaient froissés. Puis il le vit. Une légère tache de sang sur le drap blanc. Il fronça les sourcils, clignant des yeux. Il la toucha, et alors cela le frappa. Il resta immobile un instant. Les souvenirs de la nuit précédente défilaient en fragments brisés. Les lèvres timides de Zoé. La façon dont elle tremblait, ses soupirs chuchotés, son toucher hésitant, l'innocence dans ses yeux. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il, passant une main sur son visage. « Que ai-je fait ?» Il se leva brusquement, la panique s'installant profondément dans sa poitrine. « Zoé !» appela-t-il, se déplaçant rapidement à travers la maison. « Zoé !» Silence. Il dévala les escaliers, l'appelant encore. Pas de réponse. La cuisine était vide. La buanderie, les petits quartiers de la femme de ménage derrière la maison, verrouillés. Il retourna dans la chambre, cherchant son numéro de téléphone, rien. Il n'avait jamais communiqué autrement que par l'interphone ou le téléphone de la maison. Il ne connaissait même pas son nom complet. Pas d'adresse, pas de proche. Elle était simplement partie. Il s'assit au bord du lit, la tête dans les mains. « Que ai-je fait ?» murmura-t-il encore. Pour la première fois depuis des années, Benjamin Aquara se sentait impuissant. Il avait le pouvoir, la richesse, l'influence, mais rien de tout cela ne pouvait ramener la nuit précédente. Rien de tout cela ne pouvait l'aider à la retrouver maintenant. Et le pire, il n'était pas sûr qu'elle veuille même être retrouvée. Cela faisait 5 semaines que Zoé avait quitté le manoir sans un mot. 5 semaines depuis cette nuit d'ivresse avec monsieur Benjamin Aquara. 5 semaines de silence, de confusion et de la douleur sourde du chagrin qui n'avait pas encore guéri depuis l'enterrement de son père. Elle avait essayé de s'occuper, aidant la femme de son oncle avec les tâches ménagères, gardant ses cousins, cuisinant, allant chercher de l'eau, tout ce qui pouvait la distraire du nœud grandissant dans son estomac, à la fois émotionnel et physique. Mais aujourd'hui, elle ne pouvait plus ignorer les changements dans son corps. Zoé se tenait devant le vieux miroir en bois, cloué au mur fissuré de la chambre d'amis de son oncle. Ses doigts tremblaient alors qu'elle tenait le petit test en plastique dans sa main. 2 lignes rouges. Positif. Elle s'effondra sur le bord du lit, fixant le résultat. Alors que sa respiration s'accélérait, elle posa sa paume sur son ventre, les yeux grands ouverts, sans cligner. « Je suis enceinte », murmura-t-elle. Les larmes affluèrent à ses yeux. Elle ne pleurait plus seulement son père. Elle portait une vie. L'enfant d'un homme qui probablement n'avait pas pensé à elle une seconde depuis cette nuit. Un homme qui ne savait même pas comment la contacter. Les murs semblaient se refermer sur elle. Elle sanglota, se recroquevillant sur elle-même, souhaitant pouvoir disparaître. Quelques jours plus tard, les choses empirèrent. Son défunt père avait un prêt en cours auprès d'une banque de microfinance, quelque chose que Zoé avait entendu mais n'avait pas pleinement compris. Apparemment, la maison et la petite ferme avaient été utilisées comme garantie. Maintenant qu'il était parti et que personne n'avait payé, la banque arriva avec des papiers, des policiers et des hommes aux bras forts et sans émotion. Zoé observa, horrifiée et engourdie, alors qu'il jetait la vieille radio de son père, ses vêtements et ses casseroles dans le sable rouge. « Nous sommes désolés, madame », avait dit l'un des officiels avec désinvolture, comme si c'était juste une journée de travail ordinaire. « Vous devez quitter les lieux immédiatement. La propriété appartient désormais à la banque. » Elle n'avait nulle part où aller. Son oncle Chuka, vint la chercher ce soir-là, l'aidant à rassembler ce qu'elle pouvait. C'était un homme bon, mais sa maison débordait déjà de vie. Cet enfant, une femme qui vendait des acars au bord de la route, et 2 pièces qui gémissaient déjà sous trop de pieds. Pourtant, il l'accueillit. « Tu auras toujours une place ici », dit-il doucement. Mais au bout de la 3e semaine, il était clair que Zoé était un fardeau. Pas par des mots, mais par les longs soupirs, les plaintes silencieuses, les portions de nourriture qui diminuaient. Et donc, elle partit à nouveau. Zoé utilisa le dernier argent qu'elle avait économisé de son travail en ville.
l'argent que son père lui avait dit de garder pour les urgences. Elle loua un minuscule appartement d'une pièce en périphérie de la ville. Les murs étaient humides, la porte n'avait pas de serrure, et la salle de bain était partagée avec 4 autres locataires. Mais c'était à elle, et c'était calme. Elle posa son petit sac en nylon sur le sol, s'assit sur le matelas en mousse dure qu'elle avait acheté d'occasion et regarda autour d'elle. Une fenêtre avec des lattes cassées, un ventilateur rouillé qui ne tournait pas. Un sol fissuré, pas de garde-robe, pas de réfrigérateur, juste un réchaud à kérosène et une seule casserole. « C'est chez moi maintenant », se dit-elle. Elle toucha son ventre. « Et nous irons bien. » Trouver du travail était difficile. Les gens n'aimaient pas embaucher des femmes enceintes, surtout celles sans mari en vue, mais Zoé était déterminée. Elle vendait des légumes pour une femme au marché pendant la journée et aidait à laver le linge le soir pour un petit compound à proximité. Ce n'était pas grand-chose, mais cela payait assez pour manger et acheter du savon. Chaque soir, elle rentrait dans sa chambre épuisée. Son dos lui faisait mal, ses pieds gonflaient, mais lorsqu'elle posait sa main sur son ventre et sentait le plus léger frémissement à l'intérieur, elle souriait à travers la douleur. « Tu grandis », murmurait-elle. « Et moi aussi, je continuerai à grandir. » Elle parlait souvent ainsi au bébé. Cela la gardait saine d'esprit. Certains jours étaient pires que d'autres. Il y avait des nuits où elle dormait le ventre vide. Des nuits où la pluie s'infiltrait par le toit qui fuyait et où elle devait déplacer son matelas pour éviter les flaques. Des jours où elle se demandait comment elle pourrait payer le loyer du mois suivant. Mais Zoé n'abandonnait pas. Elle ne pouvait pas. Elle ne vivait plus seulement pour elle-même. La chaleur du soleil de l'après-midi s'infiltrait par la fenêtre de la petite chambre de Zoé. Le ventilateur de plafond rouillé tournait lentement au-dessus d'elle, faisant peu pour atténuer la chaleur. Ses pieds gonflés étaient posés sur un vieux tabouret en plastique, et un bassin de vêtements lavés était à côté d'elle, encore à rincer. La sueur coulait dans son dos. Son ventre, maintenant visiblement arrondi, montait et descendait à chaque respiration fatiguée. Ses yeux brûlaient, non pas à cause du soleil, mais parce qu'elle retenait ses larmes. Elle regarda autour de la pièce exiguë, le mur taché, le récipient de nourriture vide, le tapis usé qu'elle utilisait maintenant comme carpette. Cela faisait des semaines qu'elle n'avait pas pu s'offrir de la viande. Son corps lui faisait mal. Son cœur était plus lourd que son ventre. Puis la pensée surgit. D'abord discrète, puis plus forte, plus insistante. « Pourquoi est-ce que je m'épuise ainsi ?» murmura-t-elle à voix haute. « Pourquoi est-ce que je souffre comme ça alors que toi, tu as un père riche ?» Les mots résonnèrent dans le silence. Zoé se redressa. « Pourquoi ?» demanda-t-elle encore, la voix plus forte. « Pourquoi devrais-je être la seule à porter ce fardeau ?» Elle n'avait pas parlé à monsieur Benjamin Aquara depuis la nuit où tout avait changé. Il n'avait probablement même pas remarqué son absence. Peut-être pensait-il qu'elle avait démissionné. Peut-être s'en fichait-il. Mais maintenant, elle n'était plus seulement Zoé, la femme de ménage. Elle était Zoé, future mère, et son enfant méritait mieux. Il a le droit de savoir, dit-elle avec fermeté. Le lendemain matin, sa décision était prise. Elle irait au manoir. Zoé mit sa robe la plus propre et marcha lentement dans la rue familière. Chaque pas était une bataille entre courage et doute. Et s'il était en colère? Et s'il niait? Et s'il n'était même pas là? Pourtant, elle devait essayer. Lorsqu'elle atteignit la maison, son cœur s'emballa. Elle était la même. Haute grille, mur blanc, fleurs taillées dépassant de la clôture. Mais quelque chose était différent. Il y avait un nouveau gardien à l'entrée. Il semblait plus jeune, plus musclé, portant des lunettes noires et scrollant sur son téléphone. Zoé s'éclaircit la gorge. « Bonjour, monsieur. » L'homme la regarda à peine. « Oui, je suis ici pour voir monsieur Benjamin, » dit-elle doucement. Il leva les yeux brusquement. « Qui ?» Monsieur Benjamin Aquara, le propriétaire de cette maison. Le gardien la fixa un moment avant de ricaner. « Il n'y a pas de monsieur Benjamin ici. » Zoé cligna des yeux. « Quoi ? » « J'ai dit qu'il n'y a pas de Benjamin Aquara ici. Peut-être que vous vous êtes trompé de maison. » « Non, c'est le bon endroit. J'y travaillais. J'étais sa femme de ménage. S'il vous plaît, dites-lui simplement que Zoé est là. »
Il se souviendra de moi. Le gardien ôta ses lunettes, visiblement irrité maintenant. Madame, je ne sais pas qui vous êtes, et je vous ai dit qu'il n'y a pas de monsieur Benjamin ici. Je travaille ici depuis plus de 6 mois maintenant. L'homme qui possède cette maison n'est pas là, et ce n'est pas quelqu'un qui s'appelle Benjamin. Les lèvres de Zoé tremblèrent. S'il vous plaît, je suis enceinte. C'est important. L'homme soupira, recula dans la guérite et prit un registre. Il feuilleta quelques pages, puis revint vers elle. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous voulez, mais l'homme qui vivait ici avant est parti à l'étranger il y a presque 1 an. J'ai entendu dire qu'il est au Royaume-Uni pour étudier ou quelque chose comme ça. Personne n'a vécu dans cette maison depuis. On m'a juste dit de surveiller. Les jambes de Zoé faiblirent. Elle s'agrippa à la grille pour se soutenir. Il est parti. Quand ? Murmura-t-elle. Il y a presque 1 an, j'ai dit. Certains disent qu'il fait un doctorat en commerce, d'autres qu'il gère des affaires là-bas. Je ne sais pas, mais il n'est pas ici et je n'ai aucun contact. Je travaille juste ici. La bouche de Zoé était sèche. Sa voix se brisa. Donc, vous ne pouvez pas m'aider ? Je ne peux parler à personne ? Non, madame. Je suis désolé, dit l'homme, moins durement maintenant. S'il ne vous a pas dit qu'il partait, alors je ne pense pas qu'il voulait qu'on le retrouve. Zoé resta là, figée. Son dernier espoir s'était envolé comme de la fumée. Elle rebroussa chemin lentement, les larmes brouillant sa vision. Le bébé en elle donna un léger coup, presque comme s'il pouvait sentir sa douleur. Lorsqu'elle atteignit enfin sa petite chambre, elle s'effondra sur le matelas, pressant sa main contre son ventre. « Tu n'as pas de père », murmura-t-elle. « Pas parce qu'il est mort, mais parce qu'il est parti. Et je ne sais même pas comment le retrouver. » Elle pleura jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Vide, épuisée, vaincue. La pièce était silencieuse, sauf pour le tic-tac d'une petite horloge en plastique sur le mur. Zoé était assise, recroquevillée dans le coin de son matelas étroit, le dos appuyé contre le mur écaillé. Son ventre était devenu lourd, trop lourd pour sa silhouette frêle, mais elle le portait avec une détermination silencieuse. Ses yeux étaient enfoncés, sa peau terne, et ses lèvres sèches à force de sauter des repas. Le bébé, ou les bébés comme elle se le demandait parfois, donna un coup, et elle gémit doucement. Elle posa sa paume sur son ventre. « Tu es toujours vivant là-dedans », murmura-t-elle. « Et je continue de me battre. » La pièce n'était guère plus qu'un cagibi avec un ventilateur de plafond cassé qui ne fonctionnait plus et un rideau déchiré en guise de porte. Ses affaires tenaient dans un petit coin. Un seau en étain, une couverture, une tasse rouillée, et un récipient vide de poudre pour bébé qu'elle avait ramassé au bord de la route. La vie était passée de difficile à insupportable. Et maintenant, avec la terre de son père saisie par la banque à cause d'une vieille dette qu'il avait contractée avant sa mort, elle avait été expulsée. Son oncle au village avait essayé d'aider, mais sa maison était remplie d'enfants, et il pouvait à peine se nourrir. Alors Zoé partit. Elle n'avait rien, pas d'argent, pas de famille, nulle part où aller. Elle trouva la plus petite chambre dans un bidonville près du marché principal et paya 1 mois de loyer avec le peu qu'elle gagnait en lavant des vêtements et en frottant des sols. Mais l'argent était épuisé maintenant. Elle devait déjà 2 semaines de loyer. Elle avait cessé de se rendre à la clinique. Cela ne servait à rien. Il disait que l'inscription coûterait 80 000, sans compter les médicaments ou les articles pour bébé. Elle avait à peine réussi à économiser 35 000. Et avec l'arrivée imminente du bébé, elle craignait d'accoucher seule sur le sol de sa chambre. Les nuits étaient les plus dures. Zoé restait éveillée la plupart du temps, parlant à son enfant à naître. « Si je meurs en te mettant au monde, pardonne-moi. Mais je prie pour que tu vives. » Chaque coup, chaque crampe lui rappelait que le moment approchait. Une nuit, la douleur commença lentement. Elle gémit et se tint le côté, respirant par la bouche. « Non, pas ce soir. »« Je ne suis pas prête, » murmura-t-elle. Mais le bébé avait son propre timing. Les contractions devinrent plus fortes, plus rapprochées. Elle cria, se tordant sur le sol, tenant son ventre. Il n'y avait personne à appeler, personne à qui frapper, personne qui se souciait. Ses jambes étaient faibles, tremblantes. La sueur trempait ses vêtements.
La douleur l'enserrait en vagues si violentes qu'elle pensait que son esprit quitterait son corps. Vers minuit, Zoé pouvait à peine penser. Elle déchira sa couverture en morceaux, se préparant au pire. Elle poussa et poussa. Elle cria si fort qu'un chien aboya dehors, effrayé par l'agonie qui se déversait de sa petite chambre. Après ce qui sembla une éternité, le premier bébé émergea, glissant et silencieux. Elle eut à peine le temps de reprendre son souffle qu'une autre vague de douleur la frappa, plus forte que la première. Ses yeux s'écarquillèrent. « Un autre ?» cria-t-elle alors que le second enfant arrivait, couvert de sang et de liquide. Quand le silence retomba, Zoé pensa qu'elle était morte. Mais alors un gémissement, puis un autre, 2 pleurs. Pas 1, 2. Des jumeaux. Zoé cligna des yeux à travers ses larmes, haletante, pouvant à peine respirer. Des jumeaux. Elle les enveloppa dans le dernier tissu sec qu'elle avait, ses mains tremblantes. Son corps tremblait de la perte de sang, mais elle les serra contre sa poitrine. « Vous avez réussi », murmura-t-elle. « Vous avez tous les deux réussi. » Mais en les regardant, de nouvelles larmes coulèrent sur son visage. Parce qu'elle connaissait la vérité. Elle n'avait rien à leur offrir. Pas de nourriture, pas d'aide, personne. La vraie lutte venait de commencer. Les pleurs doux des nouveau-nés jumeaux perçaient la pièce froide et vide comme du verre brisé résonnant sur des murs de béton. Zoé était assise sur le sol nu, le dos pressé contre le mur fissuré et non peint de son petit appartement. Le matelas sur lequel elle dormait autrefois avait été vendu le matin après l'accouchement, pour acheter des analgésiques, du coton et les serviettes hygiéniques les moins chères qu'elle pouvait trouver. Maintenant, il ne restait que le morceau de tissu sur lequel elle était assise, humide et taché de sueur et de larmes. Les bébés pleurèrent à nouveau. Elle grimaça, leur petit corps se tortillant contre elle. Tous deux étaient enveloppés dans un châle fin. Il n'y avait pas de vêtements pour bébé, pas de couche. Elle avait déchiré une de ses vieilles robes en lanière pour les enrouler autour de leur petite taille. Zoé regarda ses seins. Ils étaient lourds, douloureux et secs. Pas de lait. Elle n'avait pas mangé depuis l'accouchement. Elle avait saigné seule sur le sol de la salle de bain, attaché son ventre avec un morceau de tissu pour arrêter la douleur, et avait réussi à couper les cordons elle-même avec une lame cassée trouvée sous l'évier. Il n'y avait pas d'argent pour aller à l'hôpital, personne pour aider, pas de sage-femme, pas d'amis, juste elle. Et maintenant, ses 2 petits garçons dépendaient d'elle. Ses lèvres tremblaient. « Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée, mes bébés. » Ils pleuraient plus fort maintenant, leur voix. Elle les pressa contre sa peau nue, espérant que sa chaleur pourrait les apaiser. Mais elle tremblait aussi, froide, étourdie et faible. On frappa à la porte, pas doucement. « Zoé !» cria la femme du propriétaire. « Ce n'est pas un hôpital ici. Tu as accouché ici et fait puer tout le compound. Tu n'as pas payé le loyer depuis 2 mois. Mon mari dit que si tu ne pars pas ce soir, nous te mettrons dehors nous-mêmes. » Zoé ouvrit la bouche pour supplier, mais aucun mot ne vint, juste de l'air sec et de la honte. Elle berça les bébés. Ils crièrent plus fort. L'un tordit son visage, rouge et haletant. L'autre laissa échapper un gémissement doux et brisé, le genre qui l'effrayait. Elle n'avait rien, pas même de l'eau. Ses jambes vacillèrent alors qu'elle se levait. Le sang imbibait le tissu entre ses cuisses. Elle se sentait faible, mais elle devait bouger d'une manière ou d'une autre. Ses genoux fléchirent, mais elle se força à avancer. Le soleil était haut. Elle marcha dans la rue pieds nus, le corps tremblant. Chaque pas envoyait une douleur dans sa colonne vertébrale. Ses seins lui faisaient mal, son ventre brûlait, ses jambes tremblaient. Elle se dirigea vers l'hôpital, non pas parce qu'elle pouvait se le permettre, mais parce qu'elle espérait que quelqu'un, n'importe qui, aurait pitié d'elle. Les gens passaient. Certains la regardaient, d'autres sifflaient. Elle murmura, « S'il vous plaît, aidez-moi. » Un homme en costume fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Porteur des bébés comme des chiens dans un sac. Une autre femme ricana. « Ils vont bientôt utiliser des bébés pour mendier. Que Dieu aide ce pays. » Zoé s'assit sur le sol devant la grille de l'hôpital. L'infirmière à la porte la regarda une fois et détourna les yeux. Elle attendit. 2 heures passèrent. Personne ne vint. Ses bébés pleuraient. Leurs pleurs s'estompaient maintenant.
Elle commença à paniquer. « S'il vous plaît, infirmière. Mes bébés n'ont pas mangé depuis 3 jours. Je viens d'accoucher. Je n'ai pas de lait. S'il vous plaît, aidez-moi. » L'infirmière regarda à nouveau, cette fois avec un peu de douceur. « Va au centre de santé gouvernemental. Nous ne prenons pas les urgences sans dépôt, et nous sommes complets. » Les larmes de Zoé coulèrent silencieusement. Son corps tremblait. Elle se releva à nouveau et marcha, boitant maintenant. Le soir, elle atteignit une véranda ouverte près du marché. Elle s'allongea sur le ciment froid. Elle déroula les bébés et vérifia leur poitrine, toujours en mouvement, toujours vivant. À peine. Elle leva les yeux vers le ciel. « Dieu, murmura-t-elle, sa voix fine comme de la fumée. S'il vous plaît, ne les laissez pas mourir. Prenez-moi à la place. Laissez-les vivre. » La pluie commença à tomber. Elle se recroquevilla autour de ses bébés, utilisant son corps pour les protéger. Et dans cette nuit sombre, trempée et frissonnante, Zoé ne dormit pas. Elle comptait chaque respiration de ses fils, priant pour la suivante. Le soleil matinal était chaud et impitoyable alors que Zoé attachait ses maigres affaires. Un vieux tissu délavé noué en baluchon sur son dos avec des mains tremblantes. Ses jumeaux, à peine âgés de 3 semaines, gémissaient doucement dans ses bras. Leurs joues étaient pâles, leurs lèvres sèches, et leurs pleurs s'étaient affaiblis au cours des 2 derniers jours. La faim les tuait lentement. Zoé n'avait pas mangé depuis la veille, mais elle ne pouvait plus ignorer la vérité. Si elle ne leur trouvait pas d'aide aujourd'hui, elle les perdrait. Alors, elle entreprit la longue marche vers l'hôpital gouvernemental. Ses pas lents, chaque mouvement envoyant une douleur dans son dos et sa taille. Elle n'était pas complètement remise de l'accouchement. Ses sandalettes étaient usées. Les jumeaux devenaient plus lourds dans ses bras, mais elle les tenait près d'elle comme si sa vie en dépendait. Parce que c'était le cas. En approchant de la route animée qui menait à l'hôpital, sa vision se brouilla. Une douleur aiguë lui poignarda la poitrine, et elle s'arrêta un instant, se stabilisant. Le bébé bougea, encore quelques pas. Puis cela arriva. Un klaxon bruyant, un crissement de pneus, des cris. « Femme, es-tu folle? Tu veux mourir avec tes enfants ?» cria le chauffeur, freinant juste à temps. Zoé se figea, serrant ses bébés dans la panique. Ses jambes cédèrent, et elle tomba à genoux, son cœur battant violemment. Elle ne remarqua même pas la poussière qui volait ou la foule qui se rassemblait, mais quelqu'un le fit. « Attendez, attendez, attendez », dit une voix depuis la banquette arrière de la voiture. « Ne criez pas sur une mère avec des nouveau-nés. Ne voyez-vous pas qu'elle est dévastée ?» Le chauffeur s'écarta, et la portière s'ouvrit. Benjamin sortit. Il semblait différent, son visage plus plein, sa peau plus claire à cause de l'air froid du Royaume-Uni, ses vêtements coûteux et soigneusement taillés. Mais lorsque ses yeux se posèrent sur Zoé, tout autour de lui s'immobilisa. Il haleta. « Zoé !» Zoé leva lentement les yeux. Leurs regards se croisèrent. Pendant une seconde, son esprit ne pouvait pas comprendre ce qu'elle voyait. L'homme devant elle ressemblait à quelqu'un dont elle avait rêvé pendant des semaines. Quelqu'un qui avait changé sa vie avec une seule erreur. Quelqu'un qu'elle avait cherché à travers la douleur, la faim et l'humiliation. Mais c'était vraiment lui. Benjamin fit un pas plus près. « Zoé. Mon Dieu, c'est toi. » Elle ouvrit la bouche. Sa voix tremblait. « Monsieur. » Le visage de Benjamin se tordit de confusion. « Pourquoi m'appelles-tu monsieur ? » « Zoé, c'est moi, Benjamin. » Elle détourna les yeux, honteuse de ses vêtements déchirés, de ses lèvres gercées, de ses cheveux emmêlés. « Je ne savais pas où aller. Je suis venue chez toi. Ils ont dit que tu avais quitté le pays. » Benjamin s'agenouilla à côté d'elle, posant doucement une main sur son bras. « Je t'ai cherché, » dit-il, la voix brisée. « Quand je suis parti au Royaume-Uni, je suis revenu après quelques jours pour te chercher. Ton téléphone ne passait pas. Zoé, je ne t'ai pas abandonnée. » Les larmes coulèrent sur son visage. « Tu ne m'as pas abandonnée, mais le monde, oui. » Elle déroula une partie du châle couvrant les jumeaux. « Ce sont les tiens, » dit-elle. « Nos enfants. » Les yeux de Benjamin s'écarquillèrent alors qu'il regardait les petits bébés, faibles et à peine en mouvement. Il toucha la main d'un des garçons, et le bébé tressaillit légèrement.
Des jumeaux, ses fils. Il ne dit rien pendant un long moment. Il se leva et regarda autour de lui, puis fit signe à son chauffeur. Ouvre la banquette arrière. Aide-la à monter doucement. Nous allons à l'hôpital maintenant. Le meilleur. Zoé tenta de se lever. Elle tremblait trop. Benjamin la rattrapa, la soulevant avec soin. Tu ne fais plus un pas aujourd'hui, Zoé. À l'intérieur de la voiture, avec la climatisation basse et les vitres fermées, Zoé respira enfin paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Je suis désolée d'être venue chez toi sans prévenir, murmura-t-elle. Benjamin secoua la tête. Ne t'excuse pas. J'aurais dû te trouver. J'aurais dû m'assurer que tu allais bien avant de partir. Elle se tourna vers lui, de nouvelles larmes dans les yeux. J'ai été expulsée de la maison de mon père. Je n'avais nulle part où aller. J'ai mendié. J'ai dormi sous la pluie. J'ai accouché des jumeaux toute seule sur le sol de cette petite chambre. Pas de médecin, pas de sage-femme. Benjamin couvrit sa bouche, choqué. Jésus-Christ. J'ai coupé les cordons avec une lame cassée. J'ai saigné seul. Benjamin semblait avoir reçu un coup dans l'estomac. Ses mains tremblaient. Zoé, je ne savais pas. Dieu sait que je ne savais pas. Tu étais partie, dit-elle doucement. Et je n'avais plus la force de te chercher à nouveau. Après cette seule fois. Ils arrivèrent à l'hôpital, et les infirmières se précipitèrent vers la voiture après un appel de Benjamin. Les bébés furent emmenés dans une salle pédiatrique d'urgence. Zoé fut conduite dans une salle pour les mères ayant besoin de soins postnataux. Mais même alors que les machines bourdonnaient et que les médecins criaient des instructions, Benjamin resta à ses côtés. Il lui tenait la main. « Je suis là maintenant », murmura-t-il. « Et je ne partirai plus. » Zoé leva les yeux vers lui à travers ses yeux fatigués. « Je ne veux pas de pitié, dit-elle. »« Tu n'auras pas de pitié, répondit-il. Tu auras du soutien, de l'amour, et tout ce dont ces garçons ont besoin pour vivre. » Dehors, le soleil s'assombrit légèrement. Mais à l'intérieur, pour la première fois depuis des semaines, Zoé ressentit une chaleur qui ne venait pas du soleil, mais de l'espoir. La chambre d'hôpital était calme, hormis le doux bip des moniteurs et le rythme léger du ventilateur au plafond. Zoé était allongée sur le lit, son corps enveloppé dans des draps blancs propres, sa peau enfin débarrassée de la sueur froide de la survie. Ses jumeaux reposaient paisiblement dans leur berceau à côté d'elle, leur petite poitrine montant et descendant avec aisance. Pour la première fois depuis leur naissance, ils dormaient sans avoir faim. Zoé ouvrit lentement les yeux et se tourna pour voir Benjamin assis à côté d'elle. Il semblait épuisé, sa chemise froissée, ses yeux rougis par l'émotion et la fatigue. Mais il n'avait pas quitté son chevet depuis leur arrivée à l'hôpital. Lorsqu'il la vit le regarder, il se leva et s'approcha. « Je suis désolé, dit-il doucement. Zoé cligna des yeux. « Pourquoi ?»« Pour tout, répondit-il, baissant les yeux. Pour cette nuit-là. Pour avoir été ivre. Pour ne pas t'avoir protégé de cette souffrance. Je n'avais jamais imaginé qu'une erreur imprudente changerait ta vie ainsi. J'aurais dû être plus responsable. Tu ne méritais pas ça. » Zoé le regarda, les larmes se formant à nouveau, mais cette fois, elles n'étaient pas de douleur. Elles étaient de soulagement. « Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi, » murmura-t-elle, « pourquoi cela devait arriver ainsi. Mais maintenant, je remercie Dieu que le père de mes enfants soit enfin là. Tu es là, et ils ne souffriront plus. » Benjamin s'assit au bord du lit, l'émotion étouffant sa voix. « Zoé, quand je t'ai vue dans la rue hier, j'ai cru rêver. Et quand j'ai vu les garçons, mes fils. » Il regarda les bébés, tous deux enveloppés dans des couvertures bleues douces de l'hôpital. Je savais que je devais tout faire pour réparer. Plus tard dans la journée, Benjamin passa quelques appels discrets. Le soir, 2 nounous professionnels arrivèrent à l'hôpital, chacune tenant un bébé avec la douceur de mains entraînées. Zoé les observa avec de grands yeux. « 2 femmes de ménage ?» demanda-t-elle, incrédule. « C'est trop. Une est plus que suffisante. » Benjamin secoua la tête fermement. « Non, ils ont souffert pendant 3 semaines. Froid, faim, maladie. Ils méritent plus que suffisant. Et je ne peux pas remonter le temps, Zoé. Mais je peux m'assurer qu'ils ne manquent plus jamais de rien.
Le lendemain matin, l'hôpital libéra Zoé et les jumeaux. Dehors, un SUV noir élégant attendait. Benjamin ouvrit la porte pour elle comme un chauffeur, l'aidant à monter avec le soin d'un homme qui comprenait maintenant la profondeur de sa douleur. Ils se rendirent directement dans un nouvel appartement que Benjamin avait préparé en quelques heures. Un appartement moderne et confortable de 3 chambres dans un quartier calme et sécurisé. Le bâtiment était propre, les murs fraîchement peints, et à l'intérieur, chaque coin sentait le mobilier neuf et le bois poli. Zoé entra prudemment, comme si c'était un rêve qui pourrait s'évanouir si elle bougeait trop vite. « C'est ta nouvelle maison, » dit Benjamin, la voix douce. « La nôtre, si tu me laisses faire partie de leur vie et de la tienne. » Zoé se tenait au milieu du salon, submergée. Elle baissa les yeux sur ses sandalettes usées, ses mains tremblant à ses côtés. Benjamin toucha son épaule. « J'ai aussi pris autre chose, » dit-il. Il sortit brièvement et revint avec des sacs de course, des vêtements de luxe, des chaussures, et même quelques kits de soins. « Je ne connaissais pas ta taille, alors j'ai deviné. On pourra aller ensemble plus tard pour en prendre plus. » Zoé fixa les sacs. « Je n'ai jamais possédé quelque chose comme ça. » Benjamin sourit. « Maintenant, si. » Il la conduisit dans une chambre soigneusement décorée avec des rideaux lilas doux et un berceau pour chaque bébé. Les jumeaux étaient déjà installés, dormant paisiblement sous les yeux attentifs des femmes de ménage. Couches, vêtements pour bébé, couvertures chaudes, biberons, lait en poudre, tout était soigneusement aligné sur une étagère. Zoé tendit la main et toucha l'un des berceaux. Je les regardais dormir sur le sol. Parfois, ils pleuraient toute la nuit, murmura-t-elle. Benjamin se tenait à côté d'elle. Plus maintenant, Zoé. Désormais, tu ne fais pas ça seule. Plus tard ce soir-là, Benjamin s'assit avec elle sur le balcon alors que la brise soufflait doucement dans l'air. Il lui tendit une tasse de thé chaude et la regarda. Vraiment la regarda. J'ai beaucoup changé depuis cette nuit-là, dit-il. Partir à l'étranger, étudier, travailler avec des gens de différents horizons. Ça m'a fait grandir. Mais rien ne m'a plus appris que de te voir hier. Zoé prit une gorgée, ses mains stables maintenant. Elle ne tremblait plus de faim ou de peur. Elle était calme. Je pensais que je te détestais, dit-elle doucement. Mais peut-être que ce que je détestais vraiment, c'était d'être seule dans tout ça. Benjamin hocha la tête, le visage solennel. Tu ne seras plus jamais seule. Ils restèrent assis en silence un moment, regardant les lumières au loin. À l'intérieur, les jumeaux remuaient doucement dans leur berceau, leur monde déjà plus lumineux. Zoé se tourna vers lui et sourit faiblement. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Benjamin. Mais pour l'instant, je suis reconnaissante. Tellement reconnaissante. » Il lui rendit son sourire. « C'est tout ce que je demande. » Cette nuit-là, Zoé se tenait près de la fenêtre, regardant les étoiles au-dessus. Elle posa sa main sur sa poitrine et murmura « Merci, Dieu. » Parce qu'après tout, après la pluie, la honte et le silence, la lumière l'avait enfin trouvée. 5 mois passèrent comme une douce brise sur les bleus du passé. L'appartement qui autrefois résonnait de douleur, bourdonnait maintenant de douces berceuses et de rires de bébés. Zoé s'était adaptée à sa nouvelle vie, abandonnant lentement le poids de la survie et apprenant à marcher dans la lumière de la guérison. Elle s'était habituée au rythme doux de la stabilité. Mais dans son cœur, l'incertitude persistait comme un écho, discret, mais jamais disparu. Un soir, le soleil plongea bas sur l'horizon, sa lueur dorée projetant de la chaleur à travers les rideaux du salon. Benjamin était assis sur le canapé, l'un des jumeaux blotti contre sa poitrine, sa main frottant doucement le dos du bébé. Zoé se tenait près de la fenêtre, pliant de petits vêtements de bébé avec une tendresse concentrée. « Zoé, » dit soudain Benjamin, la voix calme mais délibérée. Elle se tourna lentement, la combinaison de bébé toujours dans les mains. « Oui. » Il leva les yeux vers elle, scrutant son visage avec des yeux pleins de sincérité. « Nous avons parcouru un long chemin, » commença-t-il. « De cette rue froide près de l'hôpital à maintenant, sous ce toit, regardant nos garçons grandir, partageant des repas, partageant l'espace. C'est plus que du simple coparenting. » Zoé hocha la tête, sans encore parler. « Je veux plus, Zoé, » continua Benjamin, se levant, tenant toujours leur fils. «
Pas seulement pour moi, mais pour eux aussi. Je veux que nous soyons une famille, une vraie. Je veux t'épouser légalement, correctement, devant Dieu et les hommes. Zoé le fixa, son cœur battant doucement dans sa poitrine. Elle déglutit difficilement, prise au dépourvu par l'intensité de ses mots. Mais Benjamin, commença-t-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Tu viens d'un monde différent. Ta famille, ton éducation, tu es instruit, raffiné, et je suis juste. Il s'avança doucement et posa sa main libre sur la sienne. Tu es la mère de mes enfants, dit-il doucement. Tu es courageuse, intelligente et gentille. Tu as traversé une douleur que je ne peux même pas imaginer et tu es restée debout. Tu mérites plus que mon respect, Zoé. Tu mérites mon amour et mon nom. Les yeux de Zoé se remplirent de larmes. Le penses-tu vraiment? Je le pense, dit-il fermement. Je pense chaque mot. Élevons-les ensemble. Pas seulement dans une maison, mais dans un seul cœur. Elle prit une profonde inspiration. Le passé défila dans son esprit. Comment elle avait dormi sur des carreaux froids avec ses nouveau-nés. Comment elle avait marché dans les rues en quête d'espoir. Mais maintenant, l'homme qui, sans le savoir, l'avait fait souffrir, lui demandait de devenir sa partenaire pour la vie. Je rêvais d'un jour comme celui-ci, murmura-t-elle. Mais je n'ai jamais cru que cela arriverait. Il sourit. Crois-le maintenant. Quelques semaines plus tard, à l'ombre d'un jacaranda en fleurs dans un jardin tranquille, Zoé et Benjamin échangèrent leurs vœux. La cérémonie était petite mais élégante. Zoé portait une robe blanche simple qui scintillait au soleil. Elle était rayonnante, rien à voir avec la fille brisée qui pleurait autrefois dans le noir, mais une femme rayonnant d'une force tranquille. Benjamin se tenait grand à ses côtés, lui tenant fermement la main alors qu'il se promettait un nouveau départ. Leur fils, maintenant âgé de 5 mois, était assis dans de petits costumes blancs, riant comme s'il savait que le monde changeait pour le mieux. Après le mariage, la transition fut douce. Les femmes de ménage continuèrent à s'occuper des bébés, et Benjamin s'assura que Zoé avait tout ce dont elle avait besoin. Mais au fond de son cœur, Zoé savait qu'elle voulait plus que du confort. Elle voulait grandir. Un matin, en tenant l'un des garçons et en regardant un documentaire sur des entrepreneuses africaines à succès, quelque chose remua en elle. « Je veux retourner à l'école », dit-elle à Benjamin. Il la regarda, surpris mais fier. « Vraiment ?» Elle hocha la tête. « Je veux étudier l'administration des affaires. Je veux comprendre comment gérer quelque chose à moi un jour. Peut-être même créer une fondation pour aider les jeunes mères comme moi. » Sans hésiter, Benjamin dit « Alors, trouvons la meilleure école. Tu le mérites. » En quelques semaines, Zoé fut inscrite dans une institution réputée, poursuivant un diplôme en administration des affaires. Le premier jour de cours semblait irréel, assise dans une salle de conférence, des livres dans les mains, entourée d'ambition et de détermination. C'était un nouveau monde, et elle était enfin prête à y vivre. Chaque jour, elle jonglait entre les cours, les manuels scolaires, l'amour et la maternité. Parfois, elle rentrait épuisée, les yeux tombants, le corps douloureux, mais son cœur était plein. Un après-midi tardif, elle revint de l'école, son sac à main sur une épaule, ses dossiers sous un bras. La grille s'ouvrit avec un grincement familier, et en entrant dans la cour, elle entendit des rires doux de bébés venant de l'intérieur. Elle ouvrit la porte d'entrée, et en entrant dans le salon, son cœur fondit. Les jumeaux étaient sur le tapis de jeu doux, leurs petites mains potelées s'agitant d'excitation. Lorsqu'ils la virent, leurs petits visages s'illuminèrent de joie. « Maman. Maman. » Les mots n'étaient pas parfaits, plus un babillage qu'une parole claire, mais ils étaient indéniables. Il la reconnaissait. Il la connaissait. Zoé lâcha son sac et s'agenouilla sur le sol, les bras grands ouverts. Ils rampèrent avidement vers elle, chacun atterrissant dans son étreinte. Les larmes coulèrent de ses yeux alors qu'elle riait et les serrait fort. « Mes bébés, » murmura-t-elle, embrassant leur front. « Vous m'avez attendu. » Benjamin entra dans la pièce discrètement, observant la scène avec un sourire. Il n'interrompit pas. Il savait que c'était son moment. Zoé leva les yeux vers lui à travers des larmes de joie et murmura « Merci de nous avoir donné cette vie. » Et juste comme ça, l'histoire de douleur,
de survie et de prière silencieuse était devenue une histoire de rédemption, d'amour et de sens. Zoé n'était plus la fille dans la rue mendiant un miracle. Elle était maintenant une épouse, une mère, une étudiante, et surtout, une femme renaissante. Fin. Merci beaucoup d'avoir regardé nos histoires. Que Dieu nous bénisse.